Vous aimez la France? Vous aimez la parcourir, la découvrir, partir à sa rencontre. Vous avez même parfois l'impression de bien la connaître. Nous avons tous une petite plage, une petite crique, une clairière, un hameau ou un chemin qui n'appartient qu'à nous, loin des sentiers battus, et que nous ne voulons partager qu'avec ceux que nous aimons. C'est cette France-là que nous voulons vous faire découvrir, à travers 100 lieux qu'il faut absolument voir dans votre vie. Aujourd'hui, nous vous proposons de partir en Corrèze, une région du sud-ouest à seulement 2 heures de Bordeaux, dont le patrimoine rural chargé d'histoire vous réserve une multitude de découvertes étonnantes. Ce voyage nous fera traverser Collonges-la-Rouge, flamboyant village qui mérite amplement son rang de capitale touristique du département. Puis nous visiterons la splendide abbaye d'Aubazine, une merveille d'architecture du XIIIe siècle, entièrement sortie de terre par des moines cisterciens. Enfin, nous nous rendrons dans la cité de Beaulieu-sur-Dordogne, minuscule pépite médiévale enroulée autour de son abbatiale du IVe siècle. La Corrèze, c'est aussi un territoire naturel magnifique qui rassemble des hommes et des femmes animés par la même passion, faire connaître leur pays, son patrimoine et ses traditions. Ce sont eux qui vont maintenant vous dévoiler les plus beaux lieux de leur Corrèze. Surnommé le rubis du Bas-Limousin, Collonges-la-Rouge s'impose naturellement comme première étape de cette excursion corrézienne. Le village doit sa couleur pourpre qui a fait sa renommée dans la France entière au gisement de grès rouge tout proche qui servit autrefois à sa construction. Au 8e siècle, alors que les comtes de Turenne cherchaient le meilleur moyen d'afficher leur richesse et leur puissance, cette couleur leur offrit la garantie d'être vue de loin et d'impressionner les visiteurs. Des siècles plus tard, le stratagème fonctionne toujours aussi bien puisque le village accueille plus de 75 000 touristes par an. C'est avec un authentique Collongeois que nous allons découvrir l'histoire de ce lieu. François est l'héritier d'une vieille famille implantée ici depuis le XVe siècle. Il y tient un gîte d'étape sur les chemins de Compostelle. Les petits jeunes, pour vous remercier de vous arrêter à la Mérelle et pour vous réconforter, un petit vin de noix ou un petit vin d'épines. Collonges, c'est toute la vie de François, une passion quotidienne qu'il aime partager. Ce matin, il a justement rendez-vous avec un archéologue tellement amoureux du village lui aussi, qu'il a décidé d'y devenir guide. Il s'appelle Yann Goasgen. Salut Yann. Bonjour François. Comment tu vas? Très bien. Super beau temps. Super beau temps, énormément de monde, donc on est très contents. François n'aime rien tant que d'enrichir ou de partager ses connaissances sur Collonges. Grâce à nos 2 amis, la visite promet donc d'être passionnante. Et elle commence naturellement aux abords du plus imposant castel, situé un peu à l'écart du centre. 785, le début de l'histoire de Collonges, vraiment? Début de l'histoire avec une fondation de moines bénédictins qui vient de s'installer ici, à Collonges. Et puis après, date importante, quand on rentre dans la vicomté? Alors, on rentre dans la vicomté de Turenne à partir de 844 et jusqu'à 1738. La puissance de la vicomté, le castel de Vassignac est un exemple superbe de cette puissance et l'importance qu'avaient les seigneurs locaux. Exactement. Et surtout, c'est chez les Vassignac qui sont quand même les gouverneurs de la vicomté de Turenne, c'est-à-dire que c'est eux qui remplacent le vicomte lorsqu'il n'est pas là. Les remplaçants, d'accord. Oui. Ce qui est amusant à Collonges, c'est le rassemblement de ces grosses demeures et ces petits castels sur un tout petit espace, en fait, petite surface, et qui est expliqué par un microclimat que l'on a, qui fait que les nobles de Turenne sont venus faire construire leur résidence secondaire ou leur résidence d'hiver ici.
Autrement dit, Collonges-la-Rouge était autrefois une sorte de banlieue chic réservée aux plus fortunés corréziens. À l'époque, rien n'était trop beau ni trop cher pour épater les voisins et témoigner de son opulence. D'où cette concentration de splendides demeures qui font notre bonheur aujourd'hui encore. La plus connue d'entre elles est surnommée la Maison de la Sirène. Mais visiblement, nos deux amis n'ont pas du tout la même explication quant à l'origine de ce surnom. Et puis ici, ce qui lui a donné son nom, notre célèbre sirène, que tous les Collongeois adorent caresser, elle est vraiment très bien roulée. Et nous, on y voit, alors on dit que c'est des fois une représentation des anciennes maisons de joie d'autrefois. On ne va pas s'imaginer directement la petite lumière rouge là-haut, hein, mais moi j'y vois plutôt autre chose. Ouais. C'est un symbole qui va être très intéressant. Pourquoi? Parce que là on voit l'image de la tentation féminine avec ce personnage-là, avec miroir peigne, elle se fait belle et puis elle va lutter directement contre un personnage de l'Antiquité qui est associé à la sirène. Ça serait Ulysse lui-même, le navigateur avec ses bras en arrière comme ça. Ah oui, attaché comme ça. Attaché au mât de son bateau. Et donc là, on a aussi la particularité, c'est que c'est la seule maison d'encorbellement de Collonges, hein, avec son emprise au-dessus de la route. C'est ça. La place est chère ici à Collonges-la-Rouge et c'est la technique du Moyen-Âge pour ne pas payer d'impôt puisqu'on paye un impôt sur l'emprise au sol. D'accord. Donc là, cet impôt, calculé selon la surface au sol de chaque bâtiment, explique pourquoi beaucoup de maisons du Moyen-Âge avaient un premier étage plus vaste que le rez-de-chaussée. Un peu plus loin, dans la même rue, Yann et François franchissent la porte plate qui conduit à la halle au grain et au vin. Construite au XVIe siècle, c'est la plus ancienne de Corrèze. Elle est restée le centre névralgique de la vie paysanne jusqu'à la fin du XIXe siècle. Son vieux four à pain appartenait autrefois aux seigneurs. Les Collongeois pouvaient l'utiliser à leur guise, à condition bien sûr de lui payer un droit d'accès. Quand j'étais petit, ils marchaient encore, les gens de Collonges venaient vraiment faire cuire leur pain ici, tu vois. Bon, c'est pas si vieux que ça quand même. C'est pas si vieux que ça, mais ce four, il est exceptionnel pour moi. Pourquoi? Parce qu'on voit bien la bouche du four, mais en dessous, on a aussi ce qu'on appelle le cendrier. Oui, on évacuait les cendres. Hein. Oui, par le petit trou qui est là-bas, et là, on voit bien ce cœur de la paysannerie médiévale, parce que rien ne se perd, tout se transforme. On est au Moyen-Âge, hein, et avec la cendre, on va aller faire la lessive. Bizarrement, la halle est littéralement collée aux maisons voisines. D'après François, c'est parce que le bâtiment fut entièrement déplacé puis reconstruit sur l'ancien cimetière du village. Il y a eu une petite anecdote par rapport à cette halle quand elle a été ramenée ici. Donc ils avaient mis tous les os du cimetière dans l'église. Oui. Donc ce qui explique le niveau plus élevé du sol. Ouais. Mais plus proche de nous, dans les années 70, on avait un curé qui s'appelait le curé Bonneval, qui a eu l'idée un jour de mettre un orgue dans l'église. Donc ça n'a rien demandé à personne, il a commencé à creuser la fosse. Oui. Bien sûr, il tombait sur tous les squelettes qui étaient enterrés. Donc il a pris les os, il les a mis dans des cajots qu'il a stockés dans une maison qui est un peu plus bas que l'église. Mais les chiens s'en sont servis un peu comme un supermarché d'os. Tu vois, ils se promenaient un peu comme ça, donc ça fait un gros scandale. Il a été vite obligé de remettre tous les os en place et de reboucher son trou. C'est pas très catholique ça pour un curé. C'est pas très catholique, mais voilà, c'est la vie du village telle que on l'entend. Deuxième partie très importante. Fondée au XIIe siècle, l'église Saint-Pierre de Collonges se trouve donc juste à côté de la halle. Avant d'y pénétrer, prenez le temps d'admirer son tympan, dont la blancheur immaculée contraste volontairement avec le grès rouge. Ils ont vraiment des tympans majestueux qui est fait pour marquer au maximum l'imagination des pèlerins qui arrivent ici. Et là, on a une scène qui est magnifique, une scène d'ascension du Christ. On voit le Christ qui tient la Bible, qui est nimbé. Ouais. De chaque côté de lui, il y a deux petits anges qui sont en train de le transporter sur un linge vers le ciel. Et quand on rentre ici, d'habitude on rentre tout droit parce qu'on est attiré par l'intérieur et on oublie de lever la tête pour voir le montreur d'ours qui est là-haut. Regardez à droite ce superbe chapiteau avec le montreur d'ours en scène très très fine. Dans la symbolique romane, ça veut dire tenir la partie animale qui est en vous avant de rentrer dans l'église en fait. On peut rentrer? On peut rentrer si tu as laissé la partie animale derrière. Je l'ai laissé dehors, pas de problème. Historiquement, cette église joua un rôle très particulier pendant les guerres de religion. Dans les deux nefs, il y a eu deux cultes au même moment pendant les guerres de religion, et ça c'est exceptionnel en France même. Parce qu'on a dans cette partie, dans cette nef où on se trouve, le pasteur qui vient le vendredi, donc un protestant, et dans la nef qui est en face là-bas, le catholique le dimanche. C'est un témoignage de la tolérance des Collongeois.
Si Collonges doit sa renommée à la splendeur du grès rouge, peu de gens savent qu'elle est aussi le berceau d'une tradition culinaire vieille de 800 ans, la moutarde violette. On raconte que le pape Clément VI, originaire de Corrèze, en importa jusqu'en Avignon. La moutarde violette doit son nom au mou de raisin qui lui donne sa couleur et son goût sucré. Si vous souhaitez déguster cette spécialité typiquement collongeoise, vous la trouverez chez Ingrid Lapierre. Ingrid adore concocter des tas de recettes avec ce condiment. Démonstration avec la réalisation d'un petit gâteau au chocolat et à la moutarde aux noix. Tu vas faire l'atelier cuisine du coup. Voilà, donc j'avais mis à chauffer un peu de chocolat. Ouais. Et à partir de là, tu vas faire la petite recette. Ah, ça, je veux bien, oui. Et je mets combien On de... met une bonne belle cuillère à soupe. Une belle cuillère comme ça? Oui, oui, très bien. Allez, hop, attends, je n'en mets pas partout. La moutarde aux noix va faire connaissance avec le chocolat et lui apporter tous ses parfums. Et en même temps, le chocolat, lui, qui est habituellement amer, va se radoucir au contact de la noix. Comme ça. Et ça s'incorpore bien, voilà. Alors, sans coquille. Si possible. On sent la moutarde qui se développe, c'est impressionnant. Alors, tu sens pas la moutarde, tu sens le parfum de la noix. Je reprends. Oui, regarde. Ouais. Ça va là, c'est assez mélangé? Là, je crois que c'est vraiment super. On va pouvoir remplir des petits moules. Tu vois, c'est onctueux, hein. Et tu vas voir, quand tu auras le droit de lécher le plat. En plus, si on a le droit de lécher. Ah ben ça, c'est la récompense de tout bon pâtissier. Hein. Donc, étape suivante. Et étape suivante, on enfourne. Ça pour pas qu'elle tombe au fond. Alors là, on est parti pour... La porte est lourde. Oui, 20 minutes, 180 degrés. Maintenant, on arrive au moment le plus agréable, la dégustation. Voilà, maintenant il faut goûter. À pleine dent, tu croques. Carrément, voilà. D'accord. C'est bon. Tu sens pas le piquant, tu sens pas l'acidité. Il n'y a que la noix. Donc tu vois, là, on a vraiment le parfum. La noix qui reste, oui. Voilà. Et en même temps, tu sens le chocolat. Voilà, c'est vraiment un mariage très heureux de... Et ça reste très moelleux, c'est bon. Cette petite collation tombe à point nommé avant notre prochaine découverte, qui se trouve à une dizaine de kilomètres de là. Impossible de visiter Collonges-la-Rouge sans pousser jusqu'à Turenne, le fief des vicomtes du même nom. Ce village est le deuxième site le plus visité de Corrèze. Mais au Moyen-Âge, Turenne était surtout la capitale politique et militaire de la région. Son château fort assura longtemps la protection de Collonges et de toute la contrée. De loin, les ruines de la forteresse paraissent à l'abandon. Mais ne vous fiez pas aux apparences. Comme François, montez jusqu'au sommet du Piton Rocheux pour découvrir ces lieux chargés d'histoire, en compagnie de l'actuel propriétaire du château, son ami Camille Zambeau. Ah, François. Bonjour Camille. Eh non, ça fait un bout qu'on t'a pas vu. Oui. Tu sais, on ne prend jamais assez de temps pour venir voir les amis. Prenons-le alors. Ça a beaucoup changé depuis la dernière fois, disons. Bah, le jardin est très beau, c'est sûr qu'on se donne du mal. Et là, tu as ce parterre de fleurs qui est magnifique parce que les dernières pluies là, ont redonné une vigueur au Cléum spécialement. Ce sont mes favoris, c'est favoris de tous les visiteurs. Imaginez qu'en l'an 1000, à la place de ce superbe jardin à la française, se trouvaient d'immenses corps de bâtiments où logeaient la garnison, les seigneurs et leurs domestiques. C'était là où il y avait tous les bâtiments? Et oui, tous les bâtiments que l'acheteur Louis XV a fait démolir, démanteler, pour bien montrer que la puissance et l'indépendance dont bénéficiaient les vicomtes de Turenne n'avaient plus lieu d'être dans le gouvernement centralisé qui était devenu la France du XVIIe et XVIIIe siècle. Heureusement pour les visiteurs, il est encore possible de pénétrer dans certaines pièces pour imaginer la vie rustique des vicomtes de Turenne. Parmi eux, la magnifique salle de garde, au pied du donjon carré, miraculeusement épargnée par la destruction. Quand
Donc c'est ce qui reste du château de Turenne, de la citadelle, le donjon, vu l'épaisseur des murs. Mais comme étant en salle des gardes, ça permettait aux gardes d'ici de voir la route Limoges-Cahors, où passaient les pèlerins de Rocamadour, où passaient les commerçants, les chalands, et ils pouvaient réclamer le droit de péage. Alors voici un des 6 coffres à sel, Louis XIII. C'est là où on disait qu'autrefois on asseyait le grand-père parce que les collecteurs d'impôts ne pouvaient pas voir le sel qu'il y avait dessous. Ben exactement, et à l'époque où le sel était taxé avec comme une des grandes richesses, avec la gabelle, un témoin de la richesse de la famille. Et on voit aussi cette énorme cheminée qu'on n'utilise plus parce que nous n'avons plus... Tu mets plus de tronc d'arbre dedans? Nous n'avons plus... Non, voilà, nous n'avons plus le personnel nécessaire. À l'autre extrémité de la forteresse se trouve la tour César, qui témoigne elle aussi des mœurs de l'époque. À l'heure actuelle, c'est analysé comme étant un symbole de l'allégeance du seigneur du lieu au roi de France. Mais elle n'est pas rectangulaire, elle est ronde. Elle est ronde, donc postérieure au donjon, très probablement, puisque la technique est un peu plus difficile à maîtriser. Là-haut, on verra quasiment l'étendue du territoire de la vicomté. Voilà, suis-moi. C'est éclairé maintenant, donc c'est beaucoup plus facile. Donc là, on arrive au sommet. Sur le toit du monde, ou disons le toit de la vicomté de Turenne, en tous les cas. Donc au fond, tu as les monts d'Auvergne. Oui, tu connais tout ça assez bien, avec le plan du Cantal et puis le Puy-Marie. Et là, plus au sud, donc la vallée de la Dordogne, Rocamadour dans le fond, les plateaux du Quercy. Quand on est là, on voit bien la puissance que ça pouvait avoir avec toute cette superficie et la jalousie que pouvait entraîner l'envers du roi. Oui. Cette sorte de concurrence, ce qui a été la cause du démantèlement. Oui. François, je crois qu'il est temps qu'on y aille parce qu'il y a Brive-Perpignan. Oula, c'est où? Top 14 à Brive dans 3 quarts d'heure. Allez, je te laisse passer en premier, tu es pressé. Ça ne se manque pas. Écoute, un événement pareil. Ne t'inquiète pas, je fermerai derrière. Tout près de Turenne, François veut nous montrer un autre bâtiment hérité du Moyen-Âge. S'il était lui aussi en ruine au siècle dernier, le moulin de Niel a été entièrement restauré par un personnage truculent, Edmond Valleille. Qu'est-ce qui t'amène? On peut voir le moulin? Tu peux me faire visiter parce que depuis le temps... Mais avec plaisir, avec plaisir. Avec plaisir. Tu m'emmènes? Oui. Edmond est un agriculteur de 86 ans, amoureux fou du patrimoine corrézien. Tellement fou qu'il a réussi à remettre en fonction ce vieux moulin, abandonné depuis que la rivière qui l'alimentait avait été détournée. Grâce à lui, la retenue d'eau est à nouveau pleine et les meules peuvent tourner comme avant. Ce n'est pas la bâtisse du moulin qui compte, c'est l'eau. Edmond a remonté tout le mécanisme pièce par pièce comme au XIIe siècle. Autant vous dire qu'il sera toujours très fier de vous faire une démonstration de sa mouture. Ah ouais, qu'est-ce que c'est beau! Ouais, c'est magnifique. Oui. Bon, je monte là-dessus parce que... Attention. Voilà. Alors, tu me le fais passer, je vais te montrer ton grain, là. Tiens, comme regarde. Maintenant, viens ici. Je viens, je te suis. Alors voilà. Ah oui, là, il y a l'ouverture. Alors voilà. J'ouvre la vanne. Ouais. Il y a une sacrée puissance, hein. La restauration d'Edmond est tellement parfaite qu'on a du mal à imaginer que ce moulin est resté en ruine pendant plus d'1 siècle. Donc là, il faut qu'il y ait toujours du blé qui tombe. Il ne faut pas que ça soit à sec, les 2 meules. Ah non. Il y a toujours du blé qui tombe. Parce qu'autrement, les meules, elles tourneraient à vide et puis ça chaufferait et ça mettrait même le feu. Mais comment tu sais qu'il y a toujours du blé dans la trémie? Il y a une chanson qui dit « Meunier, tu dors, ton moulin va trop vite. Ouais. Meunier, tu dors, ton moulin va trop fort. » Le meunier dormait dans le moulin. Là-haut, tu dormais, toi? Voilà, mais pas moi, mais le meunier dormait dans le moulin. Et alors, cette palette se lève et ça venait faire crécelle pour le réveiller quand il n'y avait plus de grain. Alors ça faisait ça faisait crécelle pour le réveiller. D'accord. Alors voilà, la farine qui sort, ça s'appelle la mouture.
blé moulu, mouture de blé. Alors tu vois, Et là, comment tu tries tout ça? alors, là, il y a la farine, la repasse et le son. Oui, Le d'accord, son. je vois, oui. Bon, alors donc, il faut le trier. Alors, tu pour le fais trier, ça comment? il y a un appareil ici, le butoir. Alors, je vais te faire voir comment il marche, mais tiens, s'il te plaît, va fermer le moulin. Oui, ça fait un peu de bruit, oui. Attends. Ça fait trop de bruit, on ne s'entend pas. Alors, on met ça, Ah, mais ça s'ouvre. ça s'ouvre là, D'accord. on met ça ici, et alors là, il y a Ah ouais. un tambour à l'intérieur, voilà. Sur ce tambour, il y a une toile très très fine ici, là, très fine. Ici, elle est un peu moins fine. Là, elle est beaucoup plus claire. Là, c'est pour faire les gâteaux, si l'on peut Ouais. dire. Et jusqu'ici, on fait le pain. Et avec ça, c'est la repasse. Alors la repasse, tiens, tu vois comment c'est? Montre. Alors on en fait des chapelures de ça. D'accord. Et le son sort au bout. Vas-y. Pour Edmond, cette simple poignée de sons représente des milliers d'heures de travail. Allez, pardon, je passe devant. Mais c'est pas grave. Toutes les richesses de Corrèze ne sont pas concentrées autour de Collonges et de Turenne. La prochaine étape de ce voyage nous conduit maintenant à une vingtaine de kilomètres plus au nord. Nichée au cœur des collines boisées, dans le village qui porte son nom, l'abbaye cistercienne d'Aubazine est un rendez-vous absolument incontournable de votre escapade corrézienne. Fondée au XIIe siècle par saint Étienne, elle fut autrefois l'un des plus importants lieux de vie religieux du pays. Un ensemble monumental partiellement détruit, dont il reste aujourd'hui la splendide abbatiale, le réfectoire et la salle du chapitre, disposés autour du jardin de l'ancien cloître. C'est un sportif accompli qui va nous présenter ce chef-d'œuvre cistercien. Un sportif et un passionné d'histoire, puisque Julien veut devenir guide dans cette Corrèze qu'il aime tant. Le jeune homme adore partir en repérage, à pied ou en VTT, autour de ses sites préférés. Julien a encore pas mal de choses à apprendre sur l'abbaye, avant de pouvoir y accompagner ses premiers clients. Mais il en connaît déjà le meilleur spécialiste, Bonjour mon père. le père Élisée. Bonjour Julien. Comment ça va? Très bien, et vous? Très bien. Toujours aussi content de venir dans un lieu aussi magnifique. Mais par contre, j'ai jamais eu l'occasion de visiter les lieux ici. Ah, ça, Et je sais pas si on peut le pardonner. Hein. Ah, ben vous m'en voulez pas trop. Non, mais il faut un début à tout, donc vous êtes là D'accord. pour ça. Et je suppose que vous aurez plein d'histoires, d'anecdotes à me raconter. Le père Élisée est un catholique d'Orient, d'où sa tenue inhabituelle pour un prêtre français. Prieur de l'abbaye, il en connaît l'histoire sur le bout des doigts. C'est vraiment immense là. C'est grand, c'est spacieux. Il faut dire que c'est un monastère qui a été construit pour 200 moines. Hein. Donc c'est une énorme communauté et des gros bâtiments. Ouais. Ah ouais. Et tout est parti d'Étienne alors, d'Étienne et des moines. Oui. Étienne qui s'est retiré comme ermite en 1125 à peu près ici. Et puis devant l'afflux de disciples, il a fallu construire ce monastère. Voilà. Et donc tous les bâtiments qu'il y a ici. D'accord. Cette fontaine là, qui est massive d'un bloc. D'un bloc, oui. Ouais. C'est ce qu'on appelle un bloc monolithe, hein, c'est-à-dire d'un seul tenant, qui a été amené brut ici. Mais comment ils l'ont amené? Ah ben justement, il y a une histoire de miracle de Saint-Étienne. Ah, encore. Toujours. Donc là, la carrière est du côté de Lanteuil, De c'est-à-dire l'autre en côté, contrebas de Basine. Et on raconte qu'il y avait 12 paires de bœufs qui arrivaient difficilement à amener ce bloc de pierre dans la plaine. Et on se demandait comment ils vont pouvoir grimper jusqu'à Aubazine. C'est là qu'ils sont allés appeler Étienne, donc, qui a parlé aux bœufs. Et les bœufs se sont mis à grimper avec bœufs ont volé. enthousiasme. Il est balèze, comme on dit sur Étienne, parce que Ah bah il a oui. créé, c'est le point central de l'histoire. Vous verrez bientôt que l'on prête effectivement d'autres miracles à Saint-Étienne. Mais il ne fut pas le seul personnage célèbre de cette abbaye qui fut reconverti en orphelinat après la Révolution française. L'une des petites orphelines devint même une star mondiale et s'inspira des vitraux pour créer son fameux logo. Alors là, on va passer dans la salle
du chapitre, une salle très importante au monastère. Et dans le fond, on voit les vitraux qui auraient inspiré à Coco Chanel le sigle, le double C enchevêtré, qui était le sigle de sa maison. Ça a dû la marquer quand même, les vitraux. Elle y a passé des heures sans doute à aller regarder pendant qu'elle était ici. Voilà, et donc, pour en revenir à cette affaire de bœufs et de fontaines, eh bien, l'attelage est arrivé de ce côté-là. Le clocher octogonal de l'église, de style roman, est particulièrement remarquable par ses dimensions. Il rappelle que l'abbatiale d'Aubazine fut la plus grande du Limousin jusqu'au XVIIe siècle, lorsqu'un abbé décida d'amputer sa nef de 6 travées pour réduire les coûts d'entretien. Alors voilà l'abbatiale, donc, qui est l'église monastique. Ah, c'est immense, hein. Et quand on sait qu'il en manque les 2 tiers, il manque les 2 tiers, effectivement. C'est encore plus impressionnant. C'était proportionné à la communauté, qu'il y avait 200 moines qui devaient tenir dans l'église ici. Il y a un côté aussi austère, sobre, sans fioriture. Ça, c'est caractéristique des cisterciens. En particulier, là, on en a un exemple avec les grisailles, c'est-à-dire des vitraux où on refuse de mettre des couleurs. Et celles-là sont vraiment originelles du XIIe, les seules d'ailleurs qu'on connaisse. Et bon, le reste de l'église, d'une manière générale, il n'y a pas de sculpture, pas de statue, c'est d'une sobriété absolument voulue, quoi. Bon, à part le tombeau d'Étienne qui est ici, mais c'est un petit peu particulier. Ce tombeau de Saint-Étienne, c'est bien sûr le joyau de l'abbatiale. Son chapiteau en calcaire, finement sculpté, est le seul ornement toléré dans cet ensemble particulièrement austère. Et on est sûr que c'est Étienne qui est enterré. Oui, ça c'est certain. Étienne est enterré ici. Il y a eu toutes sortes d'aventures quand on a ramené son corps, parce qu'au Moyen-Âge, il y avait une espèce d'hystérie des reliques, en fait. Et donc, on raconte que les gens passaient sous le brancard pendant tout le trajet, comme ça, et qu'on a été obligé à la fin de mettre des gardes avec des bâtons donc, autour de son corps pour qu'on ne se jette pas sur lui, pour arracher des vêtements, pour en faire des reliques et tout ça. D'accord, très bien. En sortant de l'abbatiale, le père Élisée emmène Julien jusqu'au grand bassin situé près de l'ancien réfectoire. On raconte que ce lieu bucolique fut jadis le théâtre d'un sinistre règlement de compte entre moines. Il n'y a pas de poisson, j'en vois pas là. On voit pas trop parce que, en fait, avec les pluies des derniers jours, l'eau est assez trouble. Mais il y a, entre autres, quelques spécimens d'énormes carpes à l'intérieur. C'est ces carpes-là qui ont mangé le moine ou pas? Non. Alors il y a cette anecdote effectivement qu'il y avait un père abbé qui était tellement insupportable que ces moines l'ont balancé dans le bassin ici. C'est une solution. Mais je pense pas, enfin de toute façon l'histoire ne précise pas son sort final, mais je pense pas que les carpes les mangeaient parce que c'est des animaux assez pacifiques. Ça aurait des truites encore. Bon. Ouais, ou des piranhas. Mais... En regardant l'eau s'écouler paisiblement dans ce bassin, on imagine volontiers que la communauté choisit de s'installer ici pour profiter de la présence d'une source. Mais il n'en est rien. L'eau d'Aubazine vient en réalité de bien plus loin, grâce à un canal unique en Europe, réalisé lui aussi au XIIe siècle. Ce petit chemin qui serpente à flanc de rocher suit le canal des Moines. D'après Julien, c'est la promenade à ne pas manquer après votre passage à l'abbaye. Vous y découvrirez une surprenante prouesse architecturale réalisée en pleine nature. Pour les cisterciens, le calme et le silence importaient plus que la présence d'eau. Pour rester à Aubazine, ils furent donc obligés de se lancer dans un chantier titanesque afin d'y apporter l'eau puisée 2 kilomètres plus loin. Julien compte bien faire découvrir ce canal à ses futurs visiteurs. Et c'est Noël Tassin, président de l'association en charge de sa préservation, qui va lui en révéler tous les secrets. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi les moines se sont entêtés à faire le canal ici, sur un site qui est quand même abrupt, rude, alors qu'ils auraient pu le faire tout simplement au fond de la vallée, le long du Coiroux Au XIIe siècle, ce sont 2 ermites qui arrivent ici, et la communauté va grandir, va arriver jusqu'à 300 moines et moniales. Et c'est vrai que cette communauté s'est affiliée à l'ordre cistercien qui, au XIIe siècle, avait développé au mieux les techniques hydrauliques à partir des textes antiques et à partir de leur expérience. Et la communauté d'Aubazine-Coiroux en a bénéficié. C'est grâce à ce chemin que les moines pouvaient entretenir le canal.
Aujourd'hui encore, Noël ne s'explique pas comment ils réussirent un tel tour de force. Seule certitude, heureusement que Saint-Étienne était là. Et les moines qui étaient donc des pros dans tout ce qui était travaux hydrauliques, ils ont même réussi à percer ce gros amas de roches là comme ça d'un trait. Alors ici, plus particulièrement, on est face à la brèche de Saint-Étienne. Qu'est-ce qu'il a fait, Étienne, malgré toute leur habileté, les frères Convert n'arrivent pas à faire passer le canal dans ce rocher. Et ils appellent le père abbé, le fondateur, Étienne d'Aubazine, qui vient, qui ne répond pas à leur inquiétude et les laisse repartir. Mais il reste sur le site et toute une nuit, il va prier. Et au matin, le rocher, un miracle, va se fendre et se séparer et laisser passer l'eau. D'accord. Mais à l'impossible, nul n'est tenu, même pas Saint-Étienne. Un peu plus loin, le canal s'effondra sous l'enfilade dite des baignoires. Cette fois, pas de miracle. Les moines durent reconstruire une énorme voûte, pierre par pierre, pour effectuer le raccordement. Dans la région, le canal des moines n'est pas le seul décor façonné par la main de l'homme. Regardez tous ces toits. Ils ont été réalisés avec l'ardoise de Travassac, réputée la plus solide de France. En exploitant ce gisement pendant 4 siècles, les ardoisiers ont modelé le paysage, laissant derrière eux un décor exceptionnel, unique au monde. La colline originelle a été tranchée par les ouvriers au fur et à mesure de leur progression. Julien connaît bien ce lieu situé à 2 pas de chez lui que nous allons vous faire découvrir en compagnie du dernier ardoisier en activité, Jean-François Burjat. En 1989, Jean-François a fait le pari fou de redémarrer l'exploitation abandonnée par son père. Ça fait combien de temps que ça a exploité les ardoisières? Ici, les ardoisières, ça a dû commencer au XVIe siècle. Et c'est des gens qui étaient agriculteurs et qui, en dehors des travaux des champs, venaient sur le site là, et commençaient à arracher de la pierre. Mais ils savaient que c'était de l'ardoise dessous, là ou... Ils l'ont découvert au fur et à mesure. En arrachant la pierre, ils ont aperçu qu'on pouvait la fendre et puis en faire des plaques qui ont été utilisées sur des cabanes. On appelait ça des couverceaux à l'époque. Ah ouais, là, c'est impressionnant quand même. Hein. Ça monte au haut et c'est vraiment vertical, à pic, abrupt. Ouais. Mais toutes ces parties verticales, à l'origine, étaient très horizontales, puisque c'était des dépôts sédimentaires qui se sont accumulés. Ça a créé une espèce de millefeuille avec des minéraux de nature différente. Tous les sédiments un peu grossiers ont formé ce qu'on appelle les pans, donc la pierre très dure qui n'est pas exploitable. Et les sédiments fins se sont transformés en ce qu'on appelle les ardoises, ce qui a été exploité. En tout à Travassac, il y a 7 filons, donc chacun a été exploité. Et puis on retrouve bien chaque tranchée qui est délimitée par les pans. Grâce à Jean-François, le site est désormais ouvert au public. Cette passerelle suspendue au-dessus du vide vous donnera la pleine mesure de ces pans gigantesques dont les plus hauts atteignent 140 mètres. Sensation garantie. Pour mieux vous rendre compte du travail des ardoisiers, Jean-François vous propose des démonstrations de taille dans son atelier en plein air. Aussi étonnant que cela puisse paraître, il continue de reproduire les mêmes gestes qu'au XVIe siècle. C'est un véritable métier. Il faut plusieurs mois, voire plusieurs années avant d'arriver à faire des ardoises avec cette pierre de Travassac. Alors voilà, et à force, des pointillés, voilà. Donc une ardoise, comme ça, relativement grande, assez lisse. Et la pierre de Travassac a une particularité, elle est très très dure. L'ardoise est sans doute difficile à fabriquer, mais une fois que c'est fabriqué, elle est fabriquée pour très longtemps. Ouais, ça paraît facile comme ça, là. Ouais. Mais tu vas essayer pour nous faire voir. Ouais. C'est pour leur solidité exceptionnelle que les ardoises de Travassac ont notamment été choisies pour couvrir le Mont Saint-Michel. Le seul inconvénient de cette solidité, c'est que les tuiles sont vraiment difficiles à couper. Alors. Voilà, donc tu es droitier. Donc ça, c'est l'outil droitier. Et là, vas-y, essaye. Il faut que l'outil soit parallèle à l'enclume, tu vois. Ah, d'accord. Et il faut que tu tailles, voilà, parallèle. Donc je la redessine vu qu'elle s'est cassée. Voilà. Donc je pas, vas-y, hop. Voilà, là tu l'as cassée, donc je la redessine. Et après, elle va être toute petite à la fin. Ah merde. Bon.
Donc voilà une ardoise qui est faite. Mais des mal taillés comme ça, j'en ai pas vu souvent. Ah ben attends, je commence. Hein. Mais écoute, je te remercie de ton De accueil. rien. Et puis tu reviens quand tu veux. Hein. Mais demain matin pour continuer. Allez, comme ça ta formation démarre là. D'accord. Ouais. Bonne soirée, bon courage. Julien veut maintenant nous emmener à une quinzaine de kilomètres de là, à Brive, pour nous y faire découvrir une institution locale, la liqueur de noix. Une visite idéale par temps de pluie, si la météo vous joue des tours comme aujourd'hui. Bonjour Julien. Bonjour Sylvie. Entrez, il pleut. Oui, c'est l'automne. C'est l'automne. Je viens aujourd'hui donc vous voir pour Oui. découvrir un peu Avec les plaisir. lieux et l'envers du décor, savoir comment vous travaillez. C'est une histoire de famille, hein, Voilà. ça fait plusieurs générations qu'on est là, 4 générations, et on veut absolument travailler encore comme au 19e siècle. Donc on a préservé ce matériel du 19e. Nos fûts sont centenaires, et par exemple dans celui-là, il y a la liqueur de noix. D'accord, le Qui va être, produit voilà, phare. le paradis phare de la maison. Et là, c'est la base, c'est le jus de noix qui va nous permettre de fabriquer la liqueur de noix. Sylvie Denoy-Vieillefosse fabrique donc du vin de noix. Ça ne s'invente pas. Ici, rien n'a changé depuis la fondation de la distillerie par son arrière-grand-père. Ce sont toujours les mêmes alambics, cuves et chaudrons de cuivre qui servent à la fabrication de la liqueur. Et alors Sylvie, comment on l'a fait cette liqueur? Alors la liqueur de noix est faite avec les noix de la région, la noix verte de l'été du mois de juillet. Donc on embroie et on empresse tous les ans 10 tonnes. Ce jus qu'on obtient vert, on le met dans de l'alcool et on le fait vieillir en fût de chêne 5 ans. Ces liquoristes sont les derniers en France à fabriquer eux-mêmes leurs produits de A à Z. Exceptionnellement, Julien est initié à la préparation du sirop de sucre, l'une des bases de la liqueur. Très bien, hop hop hop. Voilà, parfait. Une bonne liqueur, elle doit être ni trop amère, ni trop alcoolisée, ni trop sucrée. Voilà. Pour la technique, c'est bon là? C'est parfait. Il fond tout doucement et il va bouillir notre sirop. Toujours dans cet énorme chaudron de cuivre, de l'alcool est ensuite ajouté au sirop de sucre et au jus de noix. Inutile de demander les proportions, la recette doit évidemment rester secrète. Et maintenant, la touche finale, l'armagnac. Le meilleur pour la fin. Voilà, l'armagnac qui va amener le côté fruité à la liqueur de noix. Voilà, donc maintenant on va mélanger. On le voit dans le reflet Ah oui. du liquide. Ah ben oui, c'est une potion magique. Hein. Et oui. C'est la potion de Noix, peut-être. Oui, c'est ça. Vous êtes tombé dedans étant petite. Ah oui, voilà, mais j'ai encore droit de la boire. Hein. Voilà qui tombe plutôt bien, puisque ce serait vraiment dommage de venir jusqu'ici sans la goûter, cette fameuse liqueur. Donc j'en mets un petit peu. Voilà. On sent. Alors ça sent l'armagnac et derrière ça sent la noix. Ouais. Voilà. Un arrière-goût, ouais. Il y a des notes de bois, de vanille, de cacao et de café. Ça c'est le vieillissement en fût de chêne. La vanille, je l'ai senti. Ouais. Et quand on a avalé, on chasse l'air par le nez et arrive le goût de la noix. D'accord. Voilà. C'est toute une technique même pour la boire. Eh oui. À la vôtre. Donc on recommence. Bonne santé. Pendant que Julien et Sylvie dégustent avec modération leur vin de noix, nous partons à une quarantaine de kilomètres au sud pour y découvrir la troisième étape de cette évasion corrézienne, un peu à l'écart des routes touristiques. Blotti au bord du fleuve, Beaulieu-sur-Dordogne bénéficie d'un climat très doux qui lui vaut d'être surnommée la Riviera Limousine. Mais c'est surtout pour la qualité de son patrimoine bâti que nous vous conseillons ce village beaucoup moins connu que Collonges-la-Rouge ou Aubazine. Fondé au début du Moyen-Âge, Beaulieu est caractéristique de la cité médiévale construite en cercle pour mieux défendre sa splendide abbatiale du IXe siècle. Une fois n'est pas coutume, c'est un Corrézien d'adoption qui va nous accompagner dans les ruelles de Beaulieu. Philippe est un baroudeur qui a parcouru le monde entier avant de tomber amoureux de la Corrèze. C'est ici qu'il a décidé de poser son sac pour y ouvrir un gîte dont il peaufine les moindres détails. Ben, tu vois, ça va être un lieu un
un peu tranquille, un peu agréable, ombragé aussi l'été, parce que les vignes vont passer au-dessus. Et d'ici, on a une vue sur toute la vallée. Philippe a choisi la Corrèze pour sa nature sauvage. Mais il veut tout savoir du patrimoine et des traditions de ce pays qu'il recommandera bientôt à ses premiers clients. Afin d'être incollable sur Beaulieu, par exemple, il a naturellement fait appel à l'un de ses meilleurs spécialistes, Frédéric Lehec. Je suppose que l'histoire de Beaulieu est très liée à la Dordogne. Ah ben oui, complètement. Le premier quartier de Beaulieu, si tu veux, il est là. Hein, c'est le quartier qui s'appelait Vélinus à l'origine, oui, qui était un quartier de pêcheurs. Et puis l'autre activité, c'était la descente des gabarres sur la Dordogne. C'était, si tu veux, des bateaux fluviaux qui étaient construits à Argentat. Ils descendaient le bois essentiellement jusqu'à Libourne et ils démontaient les bateaux qui étaient vendus comme bois de chauffage. Ensuite, ils remontaient à pied. Frédéric vous suggère de débuter votre visite par la chapelle des Pénitents. C'est le monument le plus connu de Beaulieu, celui qui figure sur toutes les cartes postales. Sa particularité, un étonnant clocher à peigne qui doit son nom à l'enfilade d'arcades dans lesquelles se trouvaient autrefois les cloches. Pendant des siècles, c'était l'église paroissiale, donc elle s'appelait Notre-Dame du Port-Haut. Et puis ensuite, elle est devenue chapelle des Pénitents. Et pourquoi ce changement de nom? Ça, c'est lié à la suite des guerres de religion. Beaulieu était passé au protestantisme. Donc en réaction, eh bien, l'Église catholique a fait venir une batterie de religieux, dont les pénitents. D'accord, voilà, d'accord. Totalement. Et cette chapelle est toujours utilisée aujourd'hui? Elle n'est plus un lieu religieux. Aujourd'hui, elle sert de musée d'histoire locale. Et puis, elle abrite des expositions en été. Un peu plus loin, Philippe et Frédéric pénètrent dans le centre médiéval par la porte Sainte-Catherine. Elle débouche sur de petites rues pavées pittoresques, bordées de belles bâtisses qui racontent l'histoire des lieux. Et ici, tu as aussi une superbe maison qui date du XVIe siècle. Elle est typique de la Renaissance. Donc là, tu as une décoration, ça s'appelle un listel Tudor. Tu vois ces entres-là. Oui. Et tout en haut, il y a une coquille qui est la coquille à l'italienne, typique de l'époque François Ier à peu près. Datées du XIIIe siècle, ces maisons à encorbellement sont parmi les plus anciennes de Beaulieu. Située au cœur du village qui la protège, l'abbatiale est le point d'orgue de la visite. C'est aussi le dernier vestige d'une abbaye fondée au IXe siècle par l'un des membres de la famille Turenne. Elle constituait alors une étape importante sur la route de Compostelle. Elle a l'air très grande, cette basilique. Alors, c'est pas une basilique, ça s'appelle une abbatiale, c'est-à-dire que c'était l'église de l'ancienne abbaye. C'était l'église où officiaient les moines et où se rendaient également les pèlerins. Ah oui. Voilà. Et effectivement, elle est très grande. Hein. C'est une église qui mesure 63 mètres de long. C'est la plus grande église de la Corrèze. Ah oui, oui. Son magnifique tympan sculpté est particulièrement impressionnant. Les allégories permettaient d'instruire tous les pèlerins dont la majorité était analphabète. On appelle ça la parousie, c'est-à-dire le retour du Christ sur la terre, vainqueur, juste avant le jugement dernier. Alors pour le lire, il y a de manière simple 3 parties. Toute la partie voûtée, pratiquement, c'est la partie qui représente le ciel avec le Christ, et puis les anges, et puis les apôtres. D'accord. Et en bas, on voit des petits personnages. Oui, ceux qui sortent de leur tombeau. Voilà, ce sont les morts qui viennent à l'appel du jugement, ainsi que les peuples de la terre qui sont représentés. D'accord. Voilà. Et tout en bas, sur les 2 frises, tu as ici des monstres qui symbolisent l'enfer, avec le diable, l'hydre à 7 têtes, et puis un griffon ailé, par exemple. D'accord, d'accord. Voilà. En entrant dans l'église, vous serez saisi par la majesté de la nef. C'est superbe. Oui, la nef, elle est romane. Elle est à la fois sobre et dépouillée, et avec un voûtement en berceau qui retombe sur des piliers assez massifs pour la soutenir. Et de chaque côté, il y a des collatéraux. Où passaient les pèlerins? Oui, c'est là qu'ils allaient pour faire leur dévotion dans les chapelles. D'accord. Le véritable trésor de l'abbatiale, il est là. Cette splendide Vierge à l'enfant du XIIe siècle a vu défiler devant elle des centaines de milliers de fidèles. En sortant, une autre curiosité architecturale vous attend à 2 pas de l'abbatiale. On l'appelle la maison Renaissance. C'est une des maisons les plus célèbres et aussi les plus magnifiques de Beaulieu.
Oui, avec une façade tout à fait étonnante. Ah oui, elle est particulière, hein, tu vois. La maison, elle est du 19e siècle, alors que les sculptures qu'il y a partout, elles sont du 16e siècle. Et on sait d'où elles viennent? Et ben justement, c'est là où le mystère reste entier, en fait, parce que on pense qu'elles viennent d'un château des alentours, mais on n'a jamais été capable de le localiser, donc ça laisse parler un petit peu l'imaginaire. En vieux baroudeur expérimenté, Philippe sait que le secret d'une balade réussie ne se limite pas à la nourriture de l'esprit. On voyage mal le ventre vide. C'est pourquoi il veut maintenant nous emmener découvrir une spécialité locale qui se déguste uniquement dans le village d'Argentat, à une vingtaine de kilomètres de Beaulieu. Son nom, la poule 16. Bonjour Michel. Bonjour Philippe. Ça va bien? Ça va, ouais. Alors cette poule 16? La poule aux chaises, c'est comme ça que les grands-mères l'appellent. Alors Allez, on va aller voir le secret des grands-mères alors? je vais te montrer. Ok, je te suis. On y va. La poule 16 est une garniture servie avec de la viande. Michel Fouillade est le dernier à en perpétuer la tradition. Mais ne la confondez surtout pas avec un autre accompagnement local célèbre. Et ça a un rapport avec la farcidure? Non, c'est pas tout à fait pareil. C'est une recette typiquement argentacoise. Hein. D'accord. Il n'y a pas de pommes de terre, c'est pas la farce dure. C'est pas la même chose? Ouais, totalement différent. Ok. Il faut du lard assez épais, du beau lard. Voilà. Et tout ceci, on va le mélanger au verre de blettes. Je te mets ce lard avec tes blettes. Voilà. Une pâte à base de farine et d'œufs, quelques blettes et du lard gras finement haché. Chez les Fouillades, cette recette se transmet depuis 4 générations. Allez, je te reprends la main un peu. Voilà. Allez, vas-y. Ta grand-mère, elle faisait ça à quelle occasion? Quand il y avait le cochon, un peu l'hiver. Quand il y avait des invités, enfin, quand il y avait des grandes tables. Donc c'est un plat un petit peu exceptionnel finalement. Oui, c'est un plat de fête, chaleureux et qui n'a pas complètement disparu parce que je le fais encore. Oui, oui, oui. C'est toi qui perpétue la tradition. Ouais. Voilà. Michel cuit ensuite sa poule 16 dans une feuille de chou plongée dans un bouillon de jarret. Si vous avez bien tout suivi, à ce stade de la recette, un détail devrait vous interpeller. Bon, on n'a pas vu beaucoup de poules quand même hein, dans cette préparation. Mais je pense qu'à l'époque, ils disent poule chaise, parce que ça se trouve, l'appareil, il faisait cuire dans un bouillon de poule peut-être. Ah oui. Même mon père ne le savait pas. Ah. En fait. Mais finalement, tout ça n'est pas très important. Du moment que c'est bon. Merveilleux. Ouais. Une belle assiette, hein? Ça te plaît? C'est fameux. Ah, ça me fait plaisir que tu aimes ça. Ah, écoute, c'est délicieux. Et que tu découvres. Là, maintenant que tu as mangé ça, tu es un vrai Corésien. À la cuisine des grands-mères. Voilà. À la poule chaise. Comme Philippe, mieux vaut avoir l'estomac bien lesté avant d'entamer la dernière visite de ce voyage en Corrèze. Direction les gorges de la Maronne, à une vingtaine de kilomètres d'Argentat. C'est ici, perdu en pleine nature, que se dressent les tours de Merle. Entièrement masquée par la végétation, cette petite perle médiévale est assez méconnue des touristes. Mélissa Sevin est d'ailleurs la seule guide du site. La jeune femme est tellement captivée par l'histoire de cette citadelle oubliée qu'elle a décidé de se battre pour mieux la faire connaître. Il y avait du monde qui vivait là avant? Oui, c'était un repère de troglodytes et il y avait des brigands qui vivaient là. On les appelait les Cafolenques, oui. Ce qui signifie chien fou en occitan. D'accord. Et les tours sont arrivés après? Voilà, donc Ils ont chassé les brigands et... Alors à partir du XIe siècle, oui. Il y a eu le début de la construction de cette citadelle. D'accord. Voilà. Alors suite au mariage d'Henri II de Plantagenet et d'Alidor d'Aquitaine, c'est devenu une frontière officielle entre l'Auvergne et l'Aquitaine. Ah oui, c'est pour ça qu'ils sont venus s'installer Voilà. ici, parce que c'est quand même un petit peu Et planqué. regarde, tu peux voir le reste du pont de Merle. Et qui servait... Alors c'est un lieu de passage ici. Voilà, c'est un pont à péage construit au XIVe siècle. La forteresse dut son essor à sa position dominante sur le Piton. Son emplacement stratégique lui permettait de contrôler la Maronne, qui était à l'époque une frontière payante. Bon, maintenant, on va monter dans les tours. Eh ben ça oui. te dit? Ok. On y va.
Une fois sur place, vous ne regretterez pas d'avoir pris des forces pour grimper au sommet de cet éperon rocheux. C'est justement cet accès difficile qui faisait la force du site. Alors ce phare a été construit au XIIIe siècle. Et je ne sais pas si tu peux remarquer donc les 7 blasons juste au-dessus. Oui, oui, oui. En fait, ça représente les 7 familles de seigneurs qui habitaient dans le castrum. C'est étonnant parce qu'en général, on imagine des seigneurs qui se font la guerre et là, ils habitaient tous au même endroit. Voilà, tous au même endroit. Et donc chaque seigneur possédait sa tour. D'accord. Et comment ça se fait? C'était par relation familiale ou? Voilà, il y a eu beaucoup d'alliances et de mariages entre eux, donc ce qui fait voilà, qu'ils sont aussi nombreux. On va continuer la visite. Ok. Aujourd'hui, les ruines sont silencieuses, parfaitement protégées par la végétation qui les entoure. Mais au Moyen-Âge, cette place était au contraire bruyante et grouillante de vie les jours de marché qui se déroulaient sous les fenêtres des 7 tours dans lesquelles vivaient les seigneurs du lieu. La plus haute d'entre elles, la tour Pestel, est remarquablement bien conservée. On y trouve même des traces de la vie de ses anciens propriétaires. C'était comme ça à l'époque, non? C'était comme ça à l'époque. Il faut savoir que chaque niveau était des chambres, mis à part donc le rez-de-chaussée qui était un niveau de service et le dernier niveau qui était un espace de garnison. Alors maintenant, je vais te montrer, il y a un super panorama vu d'en haut. C'est à la force des mollets qu'il vous faudra gagner le droit d'admirer ce point de vue sur les collines sauvages environnantes. Mais une fois là-haut, quelle récompense! Une belle façon de terminer votre voyage en Corrèze. On aperçoit très bien aussi ici. Ah oui, là on voit bien la On rivière. voit très bien la rivière.